Mercredi 24 juin. Et Dieu merci, après 5 jours d'une fureur aveugle, 5 jours qui m'ont paru 10 ou 20, le Mistral s'est retiré à l'aube du petit pas tranquille d'un bûcheron qui aurait achevé ses abattages. La métaphore n'est pas juste, car loin d'avoir l'air dévasté, notre Provence semblait aller à la fête. J'ai des journées qui démarrent très lentement. Je pense qu'après le parcours que j'ai fait au travers des ans, je peux me payer ça. C'est un luxe que je me paye. J'ai toujours été très matinal, j'ai toujours premier au boulot, etc. Maintenant, je me paye la lenteur, pas la paresse, parce que je me lève toujours assez tôt, mais la lenteur. Puis alors, je monte ici et je me mets à écrire les carnets d'abord. Et puis après, j'ai gardé du boulot d'éditeur malgré tout. J'ai une collection, je reçois des manuscrits, je lis, j'écris des commentaires, des lettres. C'est ma journée. Il y a tellement de gens qui sont venus ici, mais enfin, il y en a quelques-uns plus célèbres que d'autres. J'ai quand même des souvenirs tout à fait émouvant de la présence de Nina Berberova. À plusieurs moments, elle venait méditer sur le banc ou bien pour prendre une tasse de thé ou pour discuter avec moi. Il y a eu Paul Auster et son épouse, Cyrus Vett. Il y a Jacqueline Kennedy qui est venue s'asseoir là. C'est Notebaum. Ils ont été tellement nombreux. Chaque fois qu'un auteur venait sur Arles, chez Actes Sud, je l'amenais ici, souvent même il logeait ici. Donc ce jardin était témoin de conciliabule. Et quand on rencontre un auteur comme ça, sous un platane, il n'y a plus aucun programme. Hein. On n'est plus dans le rapport auteur-éditeur, on est entre amis, entre lecteurs. Nathalie, ça va? Ça va très bien. Ah, Blaise, ça va? Salut, Ben. C'est là-bas derrière. Voilà, un des tout premiers exemplaires. Ce n'est pas le premier, c'est un des tout premiers. Il y a un désordre là. Mais enfin, donc le premier vrai livre, écrit à 4 mains par Michel Marie et Jean Viard, c'est celui-ci, La campagne inventée. Il faudrait ouvrir tout ça. Malheureusement, ils n'ont pas poursuivi un truc que moi j'avais fait au départ, qui était le catalogue chronologique. Et je trouve que ça, une bibliothèque chronologique comme ça montre comment les livres ont appris le voisinage. Comment ils ont appris à être ensemble dans un même catalogue. Et ça, c'est très intéressant. Et alors, j'avais mis là, comme j'avais un panneau noir, là, moi, j'ai mis un choix d'affiches dont chacune me rappelle de manière très, très visible, comme ça, des livres dont la parution était importante pour moi. Ça montre aussi l'usage qu'on a fait de l'illustration. J'ai beaucoup insisté sur le fait que l'illustration de couverture d'un livre n'est pas là pour témoigner des talents d'un graphiste, mais est là pour éclairer un titre. Et un exemple que je donne souvent, c'est celui de Madame Hortense, de Nico Campanis, là-bas, l'affiche en haut à droite. Si on publie un livre, Madame Hortense, qui c'est cette Madame Hortense n'a pas grande idée, mais quand on voit le dessin qui l'illustre, on a compris quelle est la belle profession de la dame. Hein. Si on considère les 100%
de ce qui est marchandisé, de ce qui est commercial dans le domaine du livre. On s'aperçoit vite que la partie à proprement parler littéraire représente un peu moins de 20% de ces 100%. Mais c'est les gens qui tiennent les rênes, qui ont apporté les finances et qui sont en fait les véritables conducteurs des 80 autres pourcents qui édictent les règles, et les 20% de littérature sont assez mal placés. Évidemment, dans ces 20%, il y a régulièrement, ici et là, des choses qui marchent. J'aurais tort de le nier quand on pense qu'Actes Sud a publié Millennium. Millennium, ça ne vous dit rien? C'est pourtant le titre imaginaire d'un journal suédois dont les activités tiennent en haleine plusieurs millions de lecteurs. Depuis 20 mois, une curieuse drogue s'est propagée sur notre territoire. Elle se nomme Millennium. À ce jour, près d'1 million de lecteurs sont totalement accros à ce polar en 3 tomes venu du Grand Nord. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, la reine dans le palais des courants d'air, et puis la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Voilà, 2000 pages totalement addictives après le vide, puisque l'auteur nous a quittés. Il faut dire que Millennium, c'est arrivé après que j'ai pris ma retraite. Donc, il est sûr que je me serais méfié. Je me serais méfié parce que une œuvre tellement importante pour un thème qui ne l'était pas tellement, et la succession des 3 volumes, puis le romancier qui meurt, etc., c'était des tas de questions. Et je pense que la bonne réaction a été celle qui s'est passée ici chez Actes Sud, puisque il y a quelqu'un qui a ramené le livre, le manuscrit de Suède, et qui a commencé à le traduire. Il y a une personne chargée du commercial chez Actes Sud qui a demandé à lire les premières pages de traduction et qui a dit après cette lecture tout à fait partielle, il faut y aller très vite parce qu'avec ça on va faire un tabac. Qui a eu donc le flair, tout ça s'est combiné et puis le reste de l'ordre du miracle et de l'inattendu. C'est ma grand-mère qui m'a envoyé vers la France parce qu'elle considérait que j'étais belge par accident. Et elle m'a dit, moi, je suis né à Tours et je me retrouve exilé à Bruxelles. Donc, quand tu te tireras et que tu rejoindras notre pays, Tours, c'est pas assez loin. Il faut aller plus loin. Et je voudrais que tu ailles dans le comtat venessin. Alors, je crois que c'est un mot qu'elle trouvait admirable. Elle n'y avait jamais mis les pieds. Mais il reste que je suis à 20 ou 30 kilomètres du comtat venessin. Donc j'ai un grand tropisme, grand maternel pour la Provence. Et quand j'ai décidé que j'allais faire de l'édition, quand je me suis dit, attends, où tu es ici? Ben, tu es dans un petit village qui s'appelle le Paradou. Qu'est-ce que tu vas foutre ici? L'édition, c'est à Paris. J'avais toujours été plus ou moins hanté par l'idée de l'édition. J'avais fait un peu d'édition à l'université de Bruxelles. J'avais fait de l'édition dans mon théâtre à Bruxelles en publiant un certain nombre des pièces que nous jouions là. Et je me suis dit, voilà une 3e occasion qui se présente. Et c'est sans doute la dernière, j'avais passé les 50 ans. Il faut quand même noter ça, j'avais passé les 50 ans. Et tout d'un coup, j'ai été pris par l'ampleur du défi, par son côté dérisoire, par le plaisir qui pouvait en venir. Et je me suis dit, après tout, moi aussi je suis sur la rive gauche du Rhône. Et en novembre 78, les éditions Actes Sud ont démarré comme ça. J'aime beaucoup l'utopie. Je trouve que c'est un beau défi. Et dans la mesure où vous pensez que notre activité s'inscrit dans le cadre d'une utopie, moi je suis tout à fait pour. Je crois que la grande différence entre les éditeurs parisiens qui se lancent aujourd'hui et nous, qui tentons la même aventure en Provence ou en province, c'est que nous avons des problèmes de nature tout à fait différente. Et le premier de ces problèmes, le plus beau, je pense, auquel nous sommes affrontés, c'est celui de la concurrence intellectuelle. Je crois que ce qu'il y a de très beau dans ce qu'on essaye de faire tous ensemble, c'est de créer une concurrence intellectuelle à Paris. Non pas dénigrer Paris, non pas l'éloigner de nous, mais simplement lui créer une concurrence qui lui fera la vie dure. Et je me suis dit que j'allais faire 10 livres, ce serait un plaisir. 100 livres, ce serait un succès.
200 livres, c'est inimaginable. Là, on est, je ne sais plus, à 7 ou 8 000. Hein. Ah, voilà Elisabeth. Bonjour Albert. Marc. Est-ce que tu as Installe-toi, oui. quelques minutes à m'accorder? Parce Oui. que, comme tous les ans, à cette période, je prépare le catalogue de Francfort. Et je voudrais voir avec toi... C'est déjà Francfort qui se prépare. Non, c'est pas tout de suite. C'est en octobre, C'est en Francfort. octobre, mais on a du pain sur la planche d'ici là. Ça mérite réflexion quand on fait de l'édition. On est tenté d'éditer les choses qui vont bien se vendre parce que ça va permettre d'équilibrer les finances, de payer les gens, de s'installer convenablement. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier des choses? Est-ce qu'on n'est pas en train d'abandonner? Alors, on a essayé, les débuts d'Actes Sud viennent d'une espèce d'arrangement que nous avons fait, Françoise et moi. Ma fille, donc Françoise, est de formation scientifique. Donc pour elle, un chiffre est un chiffre, un fait est un fait. Moi, je venais du domaine littéraire. Au départ, c'était le système dit de la calculette. C'est-à-dire que je proposais à Françoise les titres que j'avais envie de voir publiés. Et alors elle, avec les réponses qu'elle obtenait à un certain nombre de questions, calculait le risque. Qu'est-ce qui va se passer si on en vend 100, si on en vend 500, si on en vend 1000, etc. Et on regardait les réponses venues de sa calculette et on disait on prend le risque ou on ne le prend pas. On a donc travaillé selon le risque calculé. On a tenu le coup comme ça et un beau jour, c'était en 85, j'ai eu la chance de tomber presque simultanément sur Berberova et sur Auster. Ça nous a fait faire un bond. Pour ses fidèles qui la lisent en 13 langues, elle est la Berberova. Elle est russe, émigrée depuis fort longtemps et découverte sur le tard par un éditeur de talent. Elle sera tout à l'heure l'invitée de Bernard Pivot à apostrophe. Ah, la vitrine qui vous est consacrée. Vous vous rendez compte? Magnifique, non? Maintenant que vous voyez ça ici, en plein cœur de Paris, là, est-ce que vous auriez pu imaginer ceci il y a quelques années? Pas. Jamais. Jamais. Jamais, vraiment. J'ai fait une découverte incroyable. Une petite bonne femme comme ça qui parlait, très volubile, avec beaucoup d'autorité et qui en 2 temps, 3 mouvements, m'a fait saisir tout à coup cette chose évidente. J'avais devant moi une représentation vivante de tout le XXe siècle. Elle était née avec le siècle, elle avait connu le tsarisme, elle avait connu la révolution, elle avait connu la transformation de la Russie, elle avait été horrifiée par les excès immédiats du régime. Elle avait connu l'exil. En 1925, elle était arrivée en France. En 1950, elle est partie aux États-Unis. Elle a fait la découverte du Nouveau Monde. Elle a vécu depuis les États-Unis la transformation jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique. Et c'est absolument fou. Tout ça, j'avais devant moi une femme qui avait vécu tout ça à l'âge adulte. Et là, j'ai pris conscience de cette circonstance exceptionnelle. C'est que Berberova avait écrit toute une œuvre, toujours en russe. Toujours en russe. Et vers les 65 ans, c'est-à-dire 20 ans avant que je la rencontre, elle s'est dit que c'était fini, c'était fichu. Elle avait raté sa vie sur le plan littéraire. Et alors, bon, je ne veux pas vous faire ici une histoire du Miles Gloriosus. Et il se trouve qu'en 7 ans, Nina est devenue une vedette en France, un auteur extrêmement célèbre dans le monde entier, et que je l'ai fait, oui là ça je le revendique, je l'ai fait éditer dans plus de 25 langues dans le monde. C'est pour moi la plus belle aventure éditoriale parce que ça part de zéro pour arriver à l'infini du succès. En ce moment aux États-Unis, ils sont en train de redécouvrir une 2e fois l'œuvre de Nina, d'en faire une nouvelle édition. Et comme je suis le légataire de Nina, parce qu'on s'est tellement bien entendu qu'elle a fait de moi à la fin son légataire, je suis au courant de tout ce qui se fait au sujet de Nina.
Mais il y a en vous cette chose extraordinaire, c'est que vous avez un appétit de vivre étonnant. Et à un certain moment, vous dites que les gens vous disent comme ça, ah, mais Nina, tu es un roc. Et vous leur répondez, non, je ne suis pas un roc, je suis un fleuve. Oui. Pourquoi? Parce que je bouge. Parce que je bouge. Un roc est là, il ne bouge pas. Mais moi, j'ai bougé non seulement géographiquement, mais aussi intérieurement. Eh bien, que veux-tu encore, me disais-je? Eh bien, que veux-tu encore dans cette vie? Régler tes comptes, prendre ta revanche. Comment? Contre qui d'ailleurs? Il faut filer doux, plus muette que l'eau, plus basse que l'herbe. Dans cette vie-là, on ne règle pas les comptes. Quant à la vie future, elle n'existe pas. Il est évident que quand j'ai créé Actes Sud, là, l'édition française était très ethnocentrique. C'était les éditeurs français d'abord. Et j'ai senti que je pourrais jouer ma partie si je démarrais avec la littérature étrangère. C'est pour ça qu'avant de me mettre à publier des auteurs français qui, de toute façon, avaient déjà leurs éditeurs, et je me suis lancé dans l'édition de la traduction littéraire. J'ai cherché des auteurs en Scandinavie, en Italie, en Espagne, etc. C'est avec ça que j'ai constitué le premier catalogue d'Actes Sud. Et puis alors je rappelle, vous êtes éditeur. Alors, le dernier livre que j'ai reçu de vous, c'est un... Vous publiez au fond, tout ce que vous trouvez bon. Vous publiez des essais, des romans. Coups de cœur. C'est des coups de cœur d'abord. Alors c'est l'édition Actes Sud. Ça, c'est le vent du Nord-Est. C'est une traduction du... Alors, c'est une traduction du malais, et c'est tout de même un petit événement littéraire, parce que c'est la première fois que de la littérature malaise paraît en France. C'est une première. Est-ce que vous avez déjà traduit du malais, monsieur Cornat? Pas encore, ça Alors vient. voilà. Il se peut que ça va arriver d'un moment à l'autre. Mon souvenir le plus flagrant, le plus intense, le plus lumineux, mais en même temps le plus lointain, c'est ma grand-mère me lisant des pages de Don Quichotte de Cervantes. Et elle me lit ça, et puis quand elle a fini, elle me dit c'est dans quelle langue cette histoire que je viens de te lire? Et alors c'est une question que je reçois presque comme une énormité, mais je me enfin en français. Il lui dit, pourtant c'était écrit en espagnol. Et elle a commencé alors à m'expliquer le principe de l'écriture, de la traduction, de la transmission des textes, etc. Et là, elle m'a ouvert d'un seul coup toutes les perspectives, celle de la lecture, celle de l'écriture, celle de la traduction, et par conséquent, toutes les facettes de cette communication au sens le plus beau du terme, presque religieux, qu'il y a entre qui écrit et qui lit ce qui a été écrit. Les écrivains sont certes très importants, sans eux on n'aurait pas d'œuvre, mais sans les traducteurs on ne connaîtrait pas ces œuvres. C'est très très important. Moi qui vois les traductions de très près, puisque j'ai épousé une traductrice et que d'autre part je publie beaucoup de traductions, c'est pas simplement traduire. Traduire, c'est écrire. 159, il y en a 350, je crois, quelque chose comme ça. Oui, je suis pas encore à la moitié. Il est très différent de ce qu'il était dans son livre précédent. Le traducteur ne doit pas avoir de style. Il doit réussir à reproduire en français le style de l'auteur d'origine. Et ça aussi, c'est un défi. Et c'est un défi qu'il est très amusant de relever. Et d'une certaine manière, ça se fait presque un peu tout seul. Parce que quand on est plongé dans une traduction, on a le texte en tête. Et on est plongé dans ce style de l'auteur. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que ça se fait vraiment tout seul, mais il y a un mécanisme intérieur qui fait qu'on a tendance à imiter le style de l'auteur. Bien, je te laisse, Oui. tout à l'heure. Au début des années 80, aux États-Unis, comme dans les autres pays, parce que j'ai beaucoup voyagé à la recherche d'œuvres à cette époque-là, et donc à New York, je pose la question que je posais partout. Est-ce que vous avez connaissance d'un jeune écrivain qui
qui serait en train de se manifester, parce que les grands écrivains, on les connaît, et ils sont édités, ils n'ont pas besoin d'un éditeur qui cherche à les publier. Et dans 2 ou 3 lieux de New York, on me dit, il y a ici un jeune écrivain que, entre nous connaissons bien, il s'appelle Paul Auster, et ça marche pas. Il n'est pas publié. Et pourtant, il écrit des choses admirables. Et j'ai eu l'occasion de lire et de faire lire par Christine des choses qu'avait écrites ce Paul Auster et qu'il n'avait pas publiées, parce qu'à l'époque où nous l'avons connu, il avait un seul livre publié. Et ce livre, c'était The Invention of Solitude, l'invention de la solitude. C'est très court, c'est fascinant. Et donc, on est amené à lire ça. Et j'ai dit, moi, je prends tout ce qu'il a écrit et ce qu'il va écrire. Je prends ce risque. C'est le cas de Paul Auster, qui est écrivain américain et qui publie aux éditions Actes Sud, chez Hubert Nissen, le premier volume d'une trilogie américaine, enfin trilogie de New York ou triptyque new-yorkais, Cité de verre. Mais votre roman, c'est Kafka, détective privé à New York. Mais vous savez, il y avait une vraie histoire qui a déclenché tout ça. J'ai reçu la même sorte de coup de fil chez moi. Ah. Et c'était quelqu'un qui s'est trompé. Il a demandé, est-ce que c'est le Pinkerton Agency? Et ça, c'est une grande agence de détectives aux États-Unis. Et j'ai reçu ce même coup de fil 3 fois. Et j'ai dit à moi-même, si j'ai dit oui, quelles seront les conséquences de ça? Et donc, vous êtes parti de là? Oui, ça, c'était le germe de l'idée. Oui. Allô, fit la voix. Qui est-ce? Demanda Queen. Allô? Répéta la voix. J'écoute, dit Queen, qui est-ce? Est-ce Paul Auster? Demanda la voix. Je voudrais parler à monsieur Paul Auster. Il n'y a personne ici qui s'appelle ainsi. Paul Auster, le détective de l'agence Auster. Désolé, dit Queen, vous devez avoir fait un faux numéro. Puis ça a démarré comme ça, et il n'y a plus d'interruption. Paul a écrit ses livres, et à peu près en même temps qu'il les soumettait à ses éditeurs américains, il les envoyait à Christine pour qu'elle puisse commencer à les traduire. Alors il y a tout de même une chose, c'est qu'il a eu beaucoup plus de succès en Europe, beaucoup plus rapidement. Le succès français qui était fulgurant avec la trilogie new-yorkaise, et s'est répandu, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Et cette suite de succès a entraîné ce qu'on appelle un feedback. Et c'est reparti vers les États-Unis. Je me suis rendu compte avec une précision très grande combien, dans les relations d'un auteur avec son éditeur et de l'éditeur avec l'auteur, il faut tenir compte de l'habitus de l'auteur. Il ne suffit pas de savoir qu'il a tel âge, qu'il a écrit tant de livres, qu'il mange ceci ou cela. Il faut connaître son habitus, c'est-à-dire tout ce qui constitue sa manière d'être là. Et c'est comme ça que j'ai vécu des aventures merveilleuses. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Voilà, ça s'est trouvé avec Nina Berberova, ça s'est trouvé avec Paul Auster, ça s'est trouvé avec Göran Tunström, ça s'est trouvé avec Nancy Houston. De grands émerveillements, parce qu'il n'était pas seulement question de vendre à tout prix des livres et d'entrer dans le commerce, etc. Il s'agissait d'accompagner un auteur dans tout ce qu'il cherchait à dire, pas simplement dans ce qu'il avait écrit, mais dans tout ce qu'il cherchait à dire. C'est très très beau, moi j'ai trouvé ça étonnant comme texte. Quand j'ai rencontré Nancy Houston, elle était déjà un écrivain reconnu. Je n'ai rien eu à lui apprendre d'une certaine manière. J'ai joué ce que je crois être le vrai rôle de l'éditeur, c'est-à-dire l'accompagnement. Mais au rapport de l'écrivain avec son éditeur, se sont superposés les rapports d'écrivain à écrivain. Il faut savoir que Nancy, par exemple, est ma première lectrice.
et j'ai droit chaque fois à des considérations extrêmement utiles. Ben écoute, j'ai une version là. Et Tu as écrit en français ou en anglais? C'est en français. C'est en français. D'ailleurs, je pense que je vais laisser ça French novel. C'est un French novel. Tu vas pas le traduire cette fois? Je ne vais pas le traduire. Parce que moi, je trouve que c'est un privilège que tu as de pouvoir travailler dans ces deux langues. Oui. C'est un filtre, chaque fois, la traduction. C'est vrai, ça m'aide à le corriger. Donc peut-être que je vais le traduire, mais pas publier la version anglaise tout de suite, je pense. On verra. On verra. Comment ça se dit, infrarouge en anglais? Infrared, c'est pareil. Infrared. Ouais. J'essaie de montrer, en fait, l'humour qui est introduit dans nos passions sexuelles par le facteur temps. Par le fait que, en fait, ça fait des bébés, par exemple, ou par le fait que le temps passe et qu'on n'est plus les mêmes, qu'on vieillit, que le corps change, etc. C'est quelque chose qui traverse toute ton œuvre, ça, oui, d'une certaine manière. Mais maintenant, c'est vraiment focalisé là-dessus. Ça a toujours été un thème, mais là, j'ai décidé de faire le thème. Mais comment tu sais, toi, comment tu fais pour savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, jusqu'où tu peux aller? C'est tellement délicat. On est tellement fragile, tu le sais en tant qu'écrivain aussi. Oui, moi je ne connais qu'une méthode pour me méfier de mes propres... d'une espèce de satisfaction qu'on a toujours à avoir écrit quelque chose, c'est de le mettre au frigo, comme je dis. C'est laisser le texte refroidir au frigo, dans l'obscurité. Je suis dans cette phase, moi, maintenant. C'est fatal. Si tu relis après avoir écrit, tu relis ce que tu crois avoir écrit et non ce que tu as écrit en réalité. Donc, s'il y a un recul, il ne faut pas retourner au texte. Je vois trop de gens qui font ça. Jeunes écrivains, ils vont laisser un peu reposer. Mais c'est pas vrai, ils laissent pas reposer. Ils retournent au texte, ils chipotent, ils reprennent. Puis finalement, ils donnent une version finale qui est très proche de la version originale, de la première version. Le roman est d'une linéarité enrageante. Imagine ton Dieu en train de fabriquer Adam comme les enfants jouent au pendu. D'abord la tête, ensuite le cou et les épaules, puis un bras, puis l'autre. Ou en train de créer une galaxie étoile par étoile. Même la création telle que la Genèse la décrit est absurdement laborieuse, absurdement humaine. Le premier jour, il fit ceci, le deuxième jour cela, grotesque. Je me souviens que l'été 96, juste avant sa parution, tu m'as appelé un soir, tu m'as dit que tu avais mal aux mains, tellement tu avais écrit de lettres à des gens. C'est vrai, je crois que je n'ai jamais écrit autant de lettres pour mettre en garde des critiques, pour leur dire attention, il y a quelque chose d'important qui arrive. Et je crois que la qualité du livre étant là, ça n'a pas fait de problème. C'est parti tout de suite, très brillamment. C'est un très beau souvenir, ça. C'est un très, très beau souvenir. Et que j'ai pas encore félicité Nancy Houston, parce que c'est elle qui a eu le prix Goncourt des lycéens. Elle faisait partie aussi du prix Goncourt. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce que les lycéens entrent dans ce livre-là et entendent sa musique, parce que c'est une musique... Oui. Notre amitié s'est beaucoup passée par lettres. On ne s'est jamais vu plus de 3 ou 4 fois par an. Parfois ici, parfois à Paris. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai dites à toi et seulement à toi. J'étais très très tôt pris en main par mes grands-parents paternels. Et lui était un scientifique. Il était ingénieur, professeur. J'ai jamais compris exactement tout ce qu'il faisait. Il avait une activité extrêmement multiple. Il m'a infligé, mais au beau sens du terme, une obstination à vouloir comprendre pourquoi les choses apparaissent telles qu'elles sont. Pourquoi? Comment ça se fait? Et j'ai toujours été assez frustré que mon père ne fût pas plus présent, plus important, plus savant, plus prof, comme l'était son propre père. Le premier jour où je suis allé à l'école primaire,
C'est mon grand-père qui est venu me chercher à l'école à 5 heures. C'est pas ma mère, ni ma grand-mère, c'est mon grand-père. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Toujours un air un peu bougon, sévère. Et on a appris, j'étais très fier, les lettres rondes. Un rond, c'est un O. Un rond avec une patte, c'est un P. Un rond avec un bras, c'est un D, etc. Allez, bon, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il m'a dit, viens avec moi. Et il m'a emmené dans son laboratoire. Son laboratoire était en sous-sol de sa demeure. Il m'a installé sur sa chaise après y avoir mis 2, 3 ou 4 bottins du téléphone. Il m'a installé devant un monument métallique qui était sa Smith Corona. Il m'a dit, regarde, là sont les O, là sont les A, là sont les B, les P, les D, etc. Tu me fais 4 lignes de chaque. Et j'ai appris, grâce à lui, à écrire à la machine en même temps que j'apprenais à écrire à la main. Et très longtemps après, j'ai compris que ça avait eu pour moi une importance très particulière contre la lecture globale. Il faut que je m'arrête parce que c'est trop. C'est trop. Il y a des moments où un texte vous met d'une humeur telle qu'il vaut mieux interrompre pour que la suite ne souffre pas de cette humeur alors qu'elle est peut-être excellente par rapport à ce qui vous a irrité un peu avant. C'est très difficile de faire une lecture cursive et en même temps attentive. Donc ce que je fais, c'est d'abord ne jamais utiliser autre chose qu'un crayon pour que je puisse effacer mes remarques imbéciles si je m'en rends compte, et surtout pour que l'auteur, s'il a le manuscrit annoté en main, se rende compte que moi je n'ai aucune... je ne suis pas un juge qui énonce des sanctions. Moi je suis ce type de lecteur très particulier qui va éventuellement prendre la responsabilité de faire lire ça par des milliers de gens. Et j'ai tout de même s'il n'y a pas de certitude, j'ai tout de même acquis une certaine expérience des dégâts qu'on peut faire par certaines choses, une description mal tenue, une mauvaise concordance des temps, un défaut d'architecture, ça peut briser complètement le rêve d'un lecteur. Quand je suis devenu éditeur, je me suis rendu compte que ce que je savais de l'édition, ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait surtout pas, je l'avais appris en étant édité. J'étais édité chez Artaud, Mercure de France, chez Grasset, chez Gallimard, etc. Et quand je suis devenu éditeur, tout à coup, je me suis ressouvenu de ce que j'avais vécu, des frustrations, des absences, des silences, de l'exclusion de certains jeux qui se pratiquaient. Et ça m'a beaucoup aidé, Alors Hubert Nissen, le Salon du Livre de Paris, le second, vient de se terminer. On y a vu beaucoup d'éditeurs régionaux, comme vous. Bon, une dernière question, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, le prix Goncourt sera décerné aux éditions Actes Sud, le prix Renaudot aux éditions Privat à Toulouse, ou le prix Médicis à des éditions de Nancy ou de Strasbourg? Est-ce que c'est possible? C'est inscrit dans nos ambitions. Il y a eu des... je ne citerai pas les noms parce que c'est pas gentil, mais un personnage très important, justement dans le petit royaume germain-pratin, un homme qui faisait les réputations, qui faisait les prix, qui faisait tout... Et qui un jour, on commençait à parler d'Actes Sud, m'a dit... Pour avoir fait cette maison d'édition dans le Sud avec les prétentions qui sont les tiennes, il faut que tu saches une chose. Vous n'aurez jamais de prix. Et toi, en tant qu'écrivain, tu n'en auras plus non plus. J'en avais déjà eu quelques-uns pourtant. C'était une sentence qui était envoyée comme ça. Et il a fallu des années pour rompre cette malédiction. Le prix Goncourt 2004 a été attribué au 4e tour de scrutin à Laurent Godet,
pour le Soleil d'Escorta, édition Actes Sud. C'est une révolution. C'est une révolution pour Actes Sud. Qui arrive à... Le Goncourt, lui, revient à un auteur qui n'a que 32 ans, Laurent Godet, primé pour le Soleil d'Escorta. C'est aussi une belle victoire pour la maison d'édition Actes Sud, récompensée pour la première fois par le jury du Goncourt. Le prix Goncourt 2004 distingue donc un auteur de 32 ans et une maison d'édition arlésienne. Un éditeur régional qui décroche, après 5 sélections infructueuses, la plus prestigieuse des récompenses littéraires. Laurent, ici, en bas, en bas. 1983, c'est l'année où nous avons quitté le Paradou et sa bergerie pour venir ici. Ce lieu dit du Méjean qui était le plus désert qui soit dans Arles, le plus inhospitalier, qui tournait le dos au rond, où il ne se passait rien. Aujourd'hui, on passe à 11h du soir, ici il y a toujours de l'activité. Tout ça pour dire qu'on a pris une part importante là-dedans et qu'on a décidé de rassembler toutes nos activités culturelles dans une association qui est appelée l'Association du Méjean. Ils viennent de jouir. Ils se sont séparés, longtemps, par terre. Rien d'eux ne se touche. Les dalles sont fraîches, désaltérantes. Elles pleurent encore, par à-coups, des pleurs d'enfants. Il se retourne lentement vers elle et de sa jambe la prend contre lui. Il reste ainsi. Il lui dit qu'il voudrait ne plus l'aimer. Elle ne lui répond pas. Il lui dit qu'un jour il va la tuer. Alors, mercredi 17 juin, un très nombreux public avait envahi le jardin et les allées du cloître. C'était le tour de Marie-Christine Barrault. Et elle a lu avec une simplicité redoutable, sans maniérisme, déguisement ou effet de voix, 2 textes de Marguerite Duras. Par quoi l'on a compris que Duras pouvait se permettre de tout écrire, car elle maîtrise à merveille le pouvoir érotique du langage. Merci à Marie-Christine Barrault de nous avoir fait découvrir des pages dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'avaient jamais entendu parler ou ne connaissaient pas. C'est une autre découverte du pouvoir des mots. Il y a ce que Marguerite Duras a écrit, il y a ce que Marie-Christine a lu et il y a ce que vous avez entendu. Ce qu'on a amené dans Arles, c'est une manifestation très modeste mais constante, culturelle. Et on a profité de toutes les circonstances qui nous ont été offertes par les événements, par les gens importants qui sont passés. Vous savez, les lectures avant de devenir systématiques, c'était tiens, Piccoli est là, si on lui demandait de faire une lecture. Tiens, Trintignant n'habite pas loin. C'est comme une famille, hein. On est comme un lieu familial où quand on dit ben voilà, on va aller faire quelque chose, il y a toujours l'accueil qui est là, l'amitié, l'écoute, l'attention. Et puis ce qui est fait dans tous les domaines, hein, que ce soit dans l'édition, dans la lecture, dans les expositions, etc. Je recommandais toujours à ceux qui nous entouraient et qui travaillaient avec nous d'avoir 2 mots, mais vraiment présents à l'esprit, qui étaient plaisir et nécessité. Tout ça est pour moi naturel, c'est-à-dire que aussi bien Hubert et Christine que Jean-Paul et moi, on n'a aucune autre vie sociale que ces moments de rencontre qui sont intimement liés à notre activité, aux rencontres qu'on organise. Vous n'ouvrez jamais, on se fait des dîners avec monsieur et madame le docteur Attel. Jamais. Et du coup, on n'est jamais invité nulle part, par exemple, objectivement. Alors, il faut bien se dire que maintenant, vous venez ici chez Actes Sud, ça marche pas mal, il faut bien le dire, ça a grandi de manière assez démesurée. Mais qu'est-ce qu'on a traversé comme désert? Qu'est-ce qu'il y a eu comme période de difficulté? Des moments où on croyait que tout allait craquer, que c'était fini. Et on s'est toujours tenu, et si on a tenu, c'est en grande partie grâce à Françoise. C'est vraiment une équipe, quoi, parce que c'est un esprit qui a été insufflé d'entrée de jeu et qui est toujours le même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, où il y a cette espèce de reconnaissance avec
les éclairages qu'on connaît à travers les livres qui marchent particulièrement bien et les auteurs qui sont récompensés et tout. C'est vrai que nous, on a l'impression d'être toujours comme il y a 30 ans, quoi. Sauf qu'on a le bonheur de pouvoir continuer à le faire. Depuis le début, Hubert dit « faisons ce travail avec plaisir et nécessité » et nous, on le reprend. Et je pense que tous les grands principes éthiques, que ce soit sur le qualitatif, que ce soit sur un sens à donner à sa vie et à ce qu'on fait, on les reprend, on les porte. Ça, c'est vrai que là, l'éducation a été fondamentale, c'est certain. La transmission et l'éducation. Jeudi 25 juin, le ciel est calme comme s'il ne s'y était rien passé depuis des semaines. Le Mistral, un mythe. Très peu de rumeurs dans les lointains. Christine est partie faire sa promenade quotidienne, celle que nous faisions ensemble, jusqu'au moment où j'ai perdu le souffle. Au retour, elle prendra au village Le Pain et la Gazette. Tiens, voilà un titre pour un petit essai sur les charmes d'autrefois. Le Pain et la Gazette, ou la Gazette et le Pain. Cet après-midi, donc, Sylvie et son équipe ont débarqué au Mas. Et pendant 2 heures, j'ai parlé de l'enfance. De cette enfance qui, de plus en plus, quand je la raconte ainsi, me paraît être l'enfance d'un autre. Comme je m'y attendais, pendant que je parlais, le souffle ne m'a pas manqué, mais après. Ma mère, pour autant que j'ai bien compris, a toujours eu peur de l'audace. En 1912, quand le Titanic a coulé, elle avait 16 ans. Toute mon enfance a été marquée par cette admonestation. Tu vas trop vite, regarde le Titanic, ce qui est arrivé. Tu es trop prétentieux, regarde ce qui est arrivé au Titanic. Et elle me racontait alors, avec des détails, comment ils avaient voulu avoir, je ne sais plus, le ruban bleu ou je ne sais quoi. Et ils étaient allés se casser la figure sur un iceberg. Ça a été toute ma vie. Et ça l'a impressionné à un point tel que dans toute mon enfance, elle m'a sans cesse parlé du naufrage du Titanic et jamais de l'occupation allemande qui a commencé 2 ans plus tard, en 1914, qui a duré 4 ans et qui n'a pas été tendre, l'occupation allemande en Belgique. Mais jamais parlé de ça. Mais toujours du Titanic, au point que tout le reste avait été effacé. J'ai eu des parents merveilleux. Et pourtant, je ne sentais pas que je pouvais m'appuyer complètement sur eux. Alors que quand j'étais chez mes grands-parents, je me sentais dans une sécurité totale. Bon, il y a la mairie qui est là, et la campagne commençait derrière. On était immédiatement dans la campagne, c'était la fin de la ville ici. C'était une frontière. Donc pour le gosse que j'étais, c'était merveilleux parce que j'allais là au bout de la rue et j'étais dans le sable, dans les herbes, dans les terrains vagues. Et puis, quand je suis arrivé ce matin, donc ces grands changements, et alors j'ai cherché, je suis retourné avec une prudence infinie, où est la maison du grand-père? Et alors, Dieu merci, je l'ai reconnue tout de suite, c'est celle-là. Il y avait la fenêtre à ras au rez-de-chaussée, là. Dans le bas, c'était la fenêtre qui donnait sur son laboratoire. Et un jour, notamment, j'étais seul avec ma grand-mère là-dedans, c'était en été, et on avait ouvert les fenêtres partout, et tout à coup, il y a une boule de foudre qui est entrée. C'est très impressionnant, j'ai vu 2 fois dans ma vie ce phénomène. Une boule de foudre qui est arrivée et qui a longé tous les murs. Elle a fait le tour de l'étage, de la pièce, je ne me souviens plus bien, j'étais drôlement effrayé, hein. Et whoop, elle est repartie par une fenêtre de devant. Et ça a causé, je sais que ça a causé énormément de dégâts dans la partie électricité du laboratoire de mon grand-père, là en dessous. Ouais, oui, oui. Vous n'avez pas envie qu'on aille sonner?
Non, vraiment. Vraiment. Parce que je devine tout de suite... Non, il faut garder intact les souvenirs. Déjà, j'en ai cassé quelques-uns en venant ici. Je ne veux pas casser le reste. Quand mes grands-parents sont morts, j'étais dans mon adolescence pendant la guerre le témoin horrifié d'un autodafé familial. Ma mère a nettoyé tout ce qui leur appartenait, liquidé la plus grande partie. Et comme ils avaient beaucoup de papiers, de carnets, de choses comme ça a été brûlé au jardin. L'impression épouvantable que m'a fait un tel autodafé au milieu de la guerre. Je perdais mes grands-parents, c'est-à-dire véritablement ma source intellectuelle. Ils disparaissaient tous les deux en même temps. Tout ce qui leur avait appartenu, éliminé, la maison liquidée. Il ne me restait rien. Et pas une trace, pas rien. Le peu que j'ai, d'ailleurs, je l'ai recueilli après chez mes parents. C'est ce que mon père avait probablement réussi à détourner de l'autodafé. J'ai par exemple là, près de moi, comme je suis fumeur, j'ai un cendrier. Comme cendrier, j'ai le mortier de chimiste de mon grand-père. Ça, c'est mon grand-père près de moi tous les jours. Tu vois le désastre, les carnets. Zeg a piqué une crise qui lui a valu d'être traité par sa mère de mauvaise graine, ce qui l'identifiait à celle qui avait été jetée dans le feu. Et comme il arrachait des mains du bouquiniste quelques-uns des carnets, sa mère lui a fichu une torgnole dont le souvenir lui est resté aussi présent que celui de l'autodafé. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai mis toutes mes archives à l'université de Liège, parce que j'avais énormément d'archives ici en tant qu'écrivain, certes, mais surtout comme éditeur. Et donc, tout ce qu'il y avait d'important, je l'ai mis dans des archives sous embargo à l'université de Liège. Et je pense que c'était la chose à faire. Protéger les documents, pas tellement de la tentation destructrice, mais de cette espèce de lassitude qui vient quand on a trop à faire, quand il y a quelque chose à quoi on ne peut pas se mesurer. Et les archives, c'est quelque chose qui est très rapidement impressionnant, inaccessible. On ne sait pas par quel bout les prendre. Si on n'est pas celui qui a originellement constitué ces archives, on ne sait pas très bien quel est le fil conducteur, pourquoi ça, pourquoi ceci, et ça va où, etc. J'ai rassemblé mes enfants ici, mes 3 enfants. J'aurais dit, voilà, ça peut arriver tout à l'heure, demain ou dans 10 ans, mais il vaut mieux que vous soyez prévenus. Voilà ce que vous allez trouver, voilà ce que j'ai voulu faire, etc. Enfin, mes dispositions testamentaires, j'en ai discuté très allègrement avec eux. Il valait beaucoup mieux que je règle tout ça de mon vivant. Voilà. C'est une année à olive, hein, aujourd'hui, cette année. Elles vont être belles et nombreuses. Si on regarde la bergerie qui est là, l'ombre du platane au couchant, j'adore ça, hein, mais on regarde les pierres. Si on va voir de près, on va s'apercevoir qu'entre les pierres, de ci, de là, un peu en quinconce, il y a des planchettes qui ont été fixées. Ça empêche, s'il y a un tremblement de terre, il y en a souvent ici, des tout petits, mais il y en a souvent, et ça empêche le pignon de se fendre de haut en bas, parce que la fêlure est brisée par les planchettes, c'est répercuté comme ça. Oui, voilà, maintenant, il y a un chien, que j'appelle le chien fantôme, qui hurle à la mort chaque fois que les cloches sonnent. Et parfois, c'est très impressionnant, parce que quand c'est le glas qui est un enterrement, ben, le chien hurle à la mort aussi longtemps que le glas sonne. Et je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Mais quand les cloches sonnent, à chaque fois, il hurle. Et alors là-bas, je n'avais pas compris tout de suite ce qu'il en était. Il y a un cadran solaire, il est très effacé par le temps. Et alors on parvient à lire l'inscription qui dit « Sur la brune, je me repose,
au soleil, je me dispose. Et ce fut longtemps pour moi une énigme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur la brune? Bon, je sais que la brune, c'est le soir, c'est la tombée du jour. Et sur la brune, je me repose, au soleil, je me dispose. Et un jour, je ne sais plus qui m'a dit, mais enfin, gros malin, c'est l'aiguille du cadran solaire qui parle. Sur la brune, bon, il n'y a plus de lumière, elle ne sert plus à rien. Sur la brune, je me repose. Au soleil, je me dispose. C'est chouette, hein? Tiens, j'aime beaucoup ça. Alors, il y a là encore des esprits. Si vous saviez le nombre de conseils qu'on reçoit et qu'on a envie de flanquer aussitôt n'importe où à la poubelle, vous savez, il faut réparer, il faut faire retracer les lettres pour que ce soit bien ici. Mais je dis jamais. Je pense que l'usure d'un bâtiment comme l'usure d'un costume, c'est très important. Ça fait partie de son caractère. Je ne vois vraiment pas cette maison rejointoyée, recimentée, repeinte, etc. Non, c'est très bien comme ça. J'ai rien à dire, moi. Mais qu'est-ce que c'est que je vois des crottes de souris dans le fond entre les boîtes? Eh, c'est normal, hein.